tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors j'espère que le son sera assez bon car il fait pas beau aujourd'hui, enfin c'est couvert. En revanche chez moi il fait une chaleur de fou, donc je suis obligée de mettre le ventilateur, là je tiens plus. Donc je l'ai mis au minimum pour faire un minimum de bruit, mais j'espère que le bruit de fond ne sera pas trop pénible, sinon désolé. Je vais commencer tout de suite. Alors j'ai lu comme d'habitude 4 titres pour cette vidéo. Je vais commencer par le plus ancien avant de plus m'en rappeler en détail parce que ça remonte quand même à quelques temps maintenant. Vu que je l'ai terminé fin juin. Il s'agit de Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte. Donc là c'est l'édition Pocket. Donc à savoir que cette édition en fait elle a été enrichie par un petit bonus à la fin du livre dont je vous parlerai très rapidement à la fin de mon avis. Alors ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Molly et qui a la trentaine, qui a vu sa meilleure amie mourir sous ses yeux quasiment parce que voilà, elle était malade. Elle l'a accompagnée jusque dans ses derniers instants. Je ne sais même plus d'ailleurs si on ne dit pas qu'elle meurt dans ses bras, enfin quelque chose comme ça. Donc on commence sur quelque chose de pas spécialement très joyeux, mais il va découler toute une histoire car la personne qui est décédée, donc la meilleure amie de Molly qui s'appelle Marie, lui a écrit des lettres qu'elle lui a envoyé, enfin qu'elle a demandé à sa maman d'envoyer quand elle serait morte, parce que bon, elle savait qu'elle était c'était un cancer, je crois, en phase terminale, enfin voilà, elle savait que malheureusement elle ne survivrait pas, et elle a fait en sorte en fait que sa mère, que sa propre mère lui envoie les lettres à sa meilleure amie quand elle serait partie. Donc c'est ce qu'elle a fait, sachant que dans ces lettres, elle s'adresse directement à sa meilleure amie, qu'il y a une lettre pour chaque mois, et qu'elle lui demande à chaque fois de faire quelque chose qu'elle-même aurait voulu faire avant de mourir mais qu'elle n'a pas pu faire. D'où le titre « Tu as promis que tu vivrais pour moi », car en fait elle a fait une promesse à sa meilleure amie juste avant qu'elle ne meure, c'est-à-dire que oui, si je te demande de faire des trucs, j'espère que tu vivras à fond pour nous deux, quoi. En gros, moi je m'en vais mais ne t'arrête pas de vivre parce que je ne suis plus là, enfin voilà, ça fait un petit peu grand discours comme ça, mais bon, c'est assez touchant. Alors cette Molly va recevoir donc des lettres. Elle va toutes les avoir d'un coup, mais donc elle va devoir les ouvrir que mois après mois. Et donc sa meilleure amie va lui demander de réaliser des choses à l'intérieur de ces lettres, donc en expliquant plus ou moins pourquoi elle a choisi de faire ça, enfin lui demander de faire ça, etc. Il y a des situations assez rigolotes, d'autres un peu plus profondes. Molly, au début du roman, elle sort avec un homme qui s'appelle Germain. Et sa meilleure amie Marie, elle l'aimait pas, en gros. Ils n'étaient pas faits pour être ensemble, ça n'allait pas, voilà. Elle voulait qu'elle le quitte en fait. Donc bon, c'est un petit peu bizarre quand même parce que bon, quand on a une meilleure amie, en général, on accepte son chéri, sauf si vraiment c'est un détraqué ou s'il la rend malheureuse, mais ouais, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et elle va réaliser toutes les choses que sa meilleure amie lui a demandé. Ça va l'amener à vraiment faire un chamboulement dans sa vie actuelle. Et elle va se retrouver à vivre sur Grenoble, il me semble. Elle va rencontrer certaines personnes, enfin voilà, tout va découler de ce que sa meilleure amie lui a demandé de faire. Forcément, Marie, elle a été maligne quand même, parce qu'elle lui a demandé des choses qu'elle savait que sa meilleure amie ferait au début et qu'ensuite elle aurait du mal à continuer, enfin voilà. Vous verrez si vous le lisez ou si vous l'avez lu, vous savez de quoi je veux parler. Je veux pas vous dévoiler vraiment ce qui se passe dedans parce que sinon ce serait vraiment pas drôle, hein, je le dis à chaque fois mais c'est un petit peu vrai. Il faut juste retenir que c'est une lecture qui se lit, c'est un livre qui se lit assez vite quand même. Il fait à peu près 300 pages. Comme je vous disais, il n'y a rien de... Il y a des passages profonds quand même, hein, parce que même si ça reste sur le ton de la légèreté, il y a des passages assez profonds. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je connaissais très rapidement l'auteur Karen Ponte parce que moi je suis abonnée sur des pages, voilà, je la suis un petit peu sur Instagram, etc.
c'est le premier titre que je lis d'elle, mais ça me donne envie d'en découvrir d'autres. Disons que ça peut s'apparenter, ça peut faire penser, encore une fois, j'aime pas trop ce terme, mais au feel good. Mais on n'est pas vraiment dans du truc. Attention, je mets tout ça entre guillemets, encore une fois, parce que moi, c'est le genre de lecture que j'aime bien de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Un petit peu aux histoires à la style Harlequin, mais ça n'a rien à voir dans le sens où on se focalise pas uniquement sur une histoire d'amour. C'est un petit peu voilà, quelqu'un à qui on peut s'identifier, qui vivrait des choses qu'on vivrait nous-mêmes. Euh, Maintenant voilà, c'est pas je veux pas vous mentir, c'est pas le livre du siècle, voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je sais même plus quelle note je lui ai mis sur Livre Addict, mais j'ai passé un très bon moment en compagnie de Molly. Alors même s'il y a certains petits clichés au niveau de certains personnages, ouais, ça se lit, voilà, ça se lit facilement, c'est sympathique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le petit bonus qui a été ajouté à la fin du livre par l'auteur pour cette édition spécialement. Je ne peux pas dévoiler ce que c'est, mais c'était très intéressant parce que ça a assouvi un petit peu notre curiosité. Et c'était sympa, voilà. Alors je vous le remets juste ici. De toute façon, comme d'habitude, les liens vers mes critiques écrites seront en barre d'informations. Et je vais passer maintenant à la seconde lecture. Alors je vais prendre celui-là parce que c'est pas forcément, je l'ai pas lu juste après, mais c'est un titre où il n'y a pas énormément de choses à dire. Enfin, il pourrait y avoir énormément de choses à dire, mais il s'agit de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, un grand incontournable de la littérature américaine. Que dire de plus? J'ai lu le titre. Enfin, je recommence. J'ai vu le film, l'adaptation cinématographique de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio. Je l'ai vu bien avant de lire ce titre, hein. Il y a des années que je l'ai vu ce film. J'en gardais quand même pas mal de souvenirs, pas mal de détails. Et il faut savoir que le film retranscrit quand même assez fidèlement tout ce qui se passe dans le livre. J'ai trouvé personnellement. Après, dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre et si vous l'avez vu en film, si vous avez pensé à la même chose que moi. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même assez fidèle quand même au roman de Fitzgerald. Ici, on va se retrouver à New York, donc dans les années folles, où peut-être que vous le savez, c'est une période que j'aime beaucoup. Tout ce qui est années 20, années 30, entre autres, hein, parce que j'aime beaucoup de périodes de l'histoire différentes, mais celle-ci me plaît énormément. On est avec un personnage principal qui n'est pas Gatsby, qui est... comment il s'appelle déjà? Là on nous dit plus David je crois, ou peut-être. Bref, on est qu'un personnage en gros qui nous raconte un petit peu sa vie, donc une tranche de vie qu'il a vécue et son arrivée dans une petite maison qui jouxte celle de Gatsby. Il va faire la connaissance de cet homme et il va être très fasciné par le personnage. Alors Gatsby, comme vous le savez peut-être, il donne des fêtes dans son immense demeure. Il invite plein de personnes, des gens connus, populaires. Et la plupart de ceux qui sont invités ne l'ont jamais vu, n'ont jamais vu Gatsby, ne savent pas qui il est. Ils l'ont juste entendu parler, voilà, parce qu'un tel peut venir avec un tel. Voilà, tu amènes une personne que tu veux à la soirée. Autour de ça, il va y avoir aussi deux personnages qui vont être la raison pour laquelle notre personnage principal arrive à New York. Qui est un couple donc Tom et Daisy Buchanan. Je crois que Daisy c'est la cousine éloignée de notre personnage principal. Je crois que c'est David qu'il s'appelle. C'est vraiment un peu perturbant quand vous ne vous rappelez plus du nom du personnage principal. Bref, ils vont... Enfin, le voisin de Gatsby va se retrouver dans un été pas mal de fois chez Gatsby. J'ai un peu de mal à faire des phrases, je suis fatiguée. Il va rencontrer du beau monde, il va voir que quand même c'est un monde d'apparence, de luxe, donc tout ce que lui n'est pas, hein, parce que c'est quelqu'un de très 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 modeste. Il a même du mal à joindre les deux bouts. Voilà, donc il va faire des rencontres grâce à Gatsby, il va entendre des rumeurs aussi sur son compte, à savoir qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, que
il aurait tué des gens, que, enfin voilà, il y a plein de trucs qui circulent sur Gatsby, et notre héros est tellement fasciné qu'il ne croit pas forcément tout ce qu'on raconte de Gatsby. Enfin, quoi qu'au début, il est quand même assez sceptique, car avant vraiment de le connaître, oui, clairement, il pense un peu comme tout le monde. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Encore une fois, le film est assez fidèle, donc si vous voulez pas vraiment lire le titre et plutôt regarder le film, allez-y. Si on le lit comme ça au premier degré, on se dit ouais bon bah c'est une histoire comme une autre, tout ça pour ça, enfin il n'y a rien d'exceptionnel. Mais après si on prend un petit peu plus le temps quand même de se pencher sur le côté un peu profond du truc, mais ça je pense que c'est aussi beaucoup le film qui m'a aidé en fait, parce que c'est vrai que à une simple première lecture sans avoir vu le film, bah, j'aurais pas forcément pensé toutes les choses cachées, entre guillemets, ou profondes que recèle ce titre. À savoir que là, clairement, quand même, on est dans les années 20. On critique quand même la haute société, les riches, le fait qu'ils soient des gens assez superficiels, que leur conversation soit sans intérêt, qu'ils ne pensent qu'au paraître, qu'au luxe, qu'à la façon dont ils sont habillés. D'ailleurs, on a vraiment souvent des rapports de conversation dans ce livre. On se dit, mais ça n'a ni queue ni tête en fait. Enfin, leurs conversations ne sont pas vraiment intéressantes parce qu'elles ne tournent qu'autour de comment un tel perçoit un tel. Est-ce que j'ai montré que j'étais assez riche? Est-ce que on va être invité à la fête de un tel? Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Avec aussi le côté ragot qu'il peut y avoir dans n'importe quelle ville ou n'importe quel village, ou que ce soit les pauvres ou les moins pauvres, ou les riches. Il y a clairement, de toute façon, on ne fait jamais l'unanimité. Euh, Qu'est-ce que j'en ai dit de plus aussi? Donc là par contre j'ai fait vraiment une critique un peu plus longue sur Babelio. Donc je vous mettrai les liens en barre d'informations comme d'habitude. Euh, Ça nous pousse aussi à se demander, est-ce que le fait de ne pas agir face à quelque chose, parce qu'il va se passer quelques événements un peu tragiques quand même dans le livre, est-ce que le fait d'être passif, en gros, ça nous rend coupable ou complice de quelque chose? Donc ça, c'est à méditer aussi, donc ça peut nous faire réfléchir sur des moments dans notre vie où on aurait peut-être dû parler ou prendre position vis-à-vis de certaines choses. Là voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai bien aimé donc la tournure que prenait l'histoire à la fin, sachant que je me rappelais de la fin du film, mais j'ai plus maintenant la fin en tête grâce au livre. Je sais pas pourquoi. La fin était un peu plus floue. Bien que j'ai un petit doute maintenant, je sais pas si ça se finit exactement de la même façon. Dites-moi en commentaire, sans dévoiler la fin de ce qui se passe, mais dites-moi s'il y a une légère différence ou si c'est vraiment copier-coller avec le livre. Bref, tout ça pour dire que j'ai passé un bon moment. Ça va être un titre que je vais conserver dans ma bibliothèque parce que bah, c'est une époque que j'aime beaucoup. Peut-être que je serai amenée à le relire dans plusieurs années et je pense que ça pourrait peut-être plaire à des gens que je connais. Donc, voilà, je vais le conserver car j'ai passé un bon moment. Je passe maintenant à un titre que je ne pensais pas. Je suis mitigée. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Mais la première partie du roman, c'était un petit peu compliqué parce que ça s'apparentait presque limite à du nature writing. Il s'agit de Kathleen, il s'agit d'Annabelle de Kathleen Winter, pardon. Ici, on va suivre notre personnage principal, il est hermaphrodite. On va se trouver au début de l'histoire avec sa naissance. Donc, principalement, c'est sa maman qui est en train d'accoucher et donc son père. Donc, on nous détaille vraiment la vie de chaque personnage depuis limite son enfance. Enfin voilà, c'est très contemplatif. C'est un petit peu compliqué si vous n'aimez pas les longues descriptions, les descriptions de la nature, de la chasse, voilà, des choses un petit peu... Franchement, s'il n'y avait pas le sujet principal, à savoir que on parle d'un hermaphrodite, je pense que j'aurais arrêté ma lecture. Voilà, si ça avait été juste une histoire même un thriller ou une histoire d'amour, je pense que j'aurais lâché l'affaire. Mais là, je voulais savoir vraiment comment ça allait se passer. Notre personnage principal est né hermaphrodite, donc avec les deux sexes, le sexe masculin, le sexe féminin, donc tout était pratiquement bien formé parce que voilà, dans les détails, vous verrez vraiment comment c'était fichu.
la personne qui aide la mère de Wayne à accoucher, donc c'est une amie très, très très proche du couple, elle va le voir tout de suite qu'il y a quelque chose d'anormal, entre guillemets, enfin de pas courant, pas commun. Et elle va donc l'expliquer de suite à la maman. Et pareil, elle au début, elle va sentir, enfin voilà, vous allez voir en lisant le livre, mais elle va sentir, que son enfant ne va pas se définir avec un seul sexe. Sachant que on est dans les années 60, enfin il est né en 68, donc début des années 70. Le père fait le choix de diriger son enfant vers le sexe masculin. C'est-à-dire qu'ils vont l'opérer. C'est même assez cruel, enfin, la façon dont ça a été fait. Pour qu'il ne conserve que les attributs masculins sortis. Notre personnage principal, Wayne, va donc grandir en étant garçon. Mais on va bien sentir que dans sa tête, ça se passe pas comme ça. Dans son corps non plus. Il va y avoir beaucoup de questions qui vont le chambouler. Et j'ai bien aimé cette histoire. Voilà. Je peux pas tout détailler sans encore une fois dévoiler toute l'intrigue parce qu'il y a tellement de passages différents. Comme je vous l'ai dit déjà, on va parler un petit peu plus en détail de la vie des parents, de la vie de Wayne, également de la vie de la personne qui accouche la mère, car cette maman a elle-même perdu son mari et sa fille, qui s'appelle Annabelle. Là, je dévoile rien de spécial parce que c'est dans le titre. Donc elle a perdu sa fille qui s'appelle Annabelle, et en fait quand elle va comprendre aussi que Wayne se sent également fille, autant fille que garçon, elle va d'elle-même l'appeler Annabelle. Enfin voilà, c'est un petit peu glauque, c'est un petit peu bizarre, mais elle va être une des seules personnes à vraiment comprendre en parlant avec lui, mais un peu plus tard quand il sera plus grand, de ce qui lui arrive, parce que dans sa propre famille, donc avec ses parents, c'est un sujet très tabou. Il n'arrive pas bien à aborder les choses, principalement avec son père. Voilà, donc il faut savoir qu'on est au début des années 70, donc je pense qu'au niveau mentalité, donc là on se trouve au Canada, je n'ai pas précisé, on est au Canada, donc c'est dans un village, une ville pas très très développée, donc je pense que ça doit être la première fois qu'ils voient un hermaphrodite de leur vie. Que dire de plus sans trop en dévoiler? J'ai bien aimé la façon dont c'est raconté. Après, je pense, peut-être que je me trompe, tant mieux si c'est le cas, mais je pense que quelqu'un qui naît avec les deux sexes doit certainement plus en baver au niveau hors contexte familial que ce qui est décrit dans le livre. Là, on va nous parler d'une scène en particulier qui est atroce, mais je pense qu'au niveau raillerie, au niveau de tout ça, à l'époque où l'histoire se déroule, attention, hein, je pense dans les années 70, c'était pas comme maintenant, parce que pour moi maintenant, voilà, c'est tellement, ça me paraît tellement pas tabou, tellement normal, tellement, moi voilà, j'ai pas d'avis là-dessus parce que c'est comme un sujet comme un autre. Enfin, je sais que ça existe, ça doit être très difficile à vivre, mais jamais je vais penser de mal des hermaphrodites. Enfin voilà, c'est quelque chose de naturel parce que c'est fait comme ça, c'est la nature. Après, il se passe clairement plus de choses à partir de la moitié, voire les trois quarts du roman que pendant la première moitié. Si vous voulez vraiment savoir comment va se passer la vie de Wayne / Annabelle, n'hésitez pas quand même à vous accrocher parce que si vous n'êtes pas fan des grosses descriptions, tout ça, ça risque d'être un petit peu compliqué au début. Mais moi, je sais pas, c'est pas spécialement le genre de lecture vers lequel je me tourne d'habitude, mais j'ai bien aimé justement sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'ai passé quand même, comme je vous disais, un bon moment. Attention, je mets tout ça entre guillemets, mais c'est un sujet quand même assez compliqué, donc c'est toujours un peu étrange de dire qu'on a passé un bon moment, comme quand on lit un thriller, je vous le dirai juste après. Mais voilà, en gros, ne vous découragez pas par l'aspect un peu trop descriptif et contemplatif de la première moitié du roman,
parce que la suite, elle est vraiment très intéressante. Même si j'aurais aimé un petit peu plus de réflexion sur vraiment les pensées profondes de Wayne. Parce que j'ai trouvé quand même que c'était légèrement survolé. Voilà. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus approfondi, qu'il y ait peut-être moins d'épanchements et de descriptions dans la première partie, mais qu'on ait plus de détails sur vraiment ce que lui, elle, ressent. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Je vous remets encore une fois. Alors, on en parle de la couverture. Alors d'habitude, j'aime bien les couvertures de chez 10-18, mais là, enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, je trouve pas la couverture spécialement attirante. Je pense qu'il y avait matière à faire vraiment beaucoup mieux. Alors désolée, mais pour une fois, la couverture, elle me plaît pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas à vous lancer. C'est... Voilà, c'est un petit bébé quand même, puisqu'il fait 470 pages, pratiquement. Mais ça se lit... On a du mal à lâcher l'histoire malgré toutes les descriptions... Oui, je transpire. Malgré toutes les descriptions qu'il y a dans la première partie, on a du mal à lâcher l'histoire et... Pour moi, ça veut dire que c'est un livre intéressant. Je passe maintenant au dernier titre. Alors, j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Au dernier titre de cette vidéo, et il s'agit d'un Franck Tillier. Alors, j'ai commencé à lire Franck Tillier avec un one-shot l'année dernière, avec le manuscrit inachevé, que j'avais vraiment surkiffé. Et là, je voulais commencer donc les Charcot, mais je souhaite les lire dans l'ordre, parce que y a toute une chronologie par rapport au personnage principal et ça m'intéressait, donc j'ai commencé par le premier, à savoir Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc là voilà, encore une fois c'est chez les éditions Pocket. Je voulais juste vite fait l'arrière. Un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris, la victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux. Les ténèbres y cognaient, sa femme a disparu depuis 6 mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'emmener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Alors, que dire de ce titre ? Déjà, sachez que concernant la résolution de l'affaire, enfin du truc, j'avais deviné un peu comment ça allait se terminer assez rapidement, malheureusement. Mais ça n'empêche que j'ai passé quand même un super bon moment. Parce que, encore une fois, c'est bien foutu quoi. Voilà. Je vous renverrai peut-être en barre d'informations sur mon avis sur le manuscrit inachevé. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le premier roman qu'il a sorti, qu'il a écrit, suite à une publication qu'il avait faite sur internet. C'est ce que j'ai lu dans sa bio, je pense. Et ben franchement, je trouve que pour un premier roman vraiment sorti en tant que thriller, voilà, c'est vraiment pas mal. On est sur un tout petit cliché du flic un peu bourru, un peu, mais bon en même temps voilà, sa femme a disparu, donc c'est un peu normal qu'il soit un petit peu à l'ouest. L'affaire commence très fort avec la découverte du premier corps. D'ailleurs les détails sont assez gore, donc je pense que d'après les échos que j'ai eus, ça se retrouve quand même pas mal beaucoup chez Tillier, donc si vous n'aimez pas le trop gore ou le trop sanglant, ben, je vous le conseille pas forcément parce que je pense quand même qu'il faut être accroché pour lire ce qui se passe dedans. Ce sont pas des lectures pour tout le monde, voilà, c'est pas le simple petit policier thriller avec juste il y avait du sang qui coulait de la victime et point barre. Non, on a vraiment des détails très précis. Certains peuvent même penser des fois que c'est un petit peu trop. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Moi personnellement, je trouve ça choquant, oui, mais je sais que c'est de la fiction. Bon, même si je sais que malheureusement ça existe en vrai. Hein. Voilà, des tordus, il y en a beaucoup. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me gêne dans mes lectures personnellement. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'enquête est menée. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'on inclut un tout petit peu de surnaturel. Ça a donné un petit côté... Moi j'aime bien les trucs un petit peu mystiques, voilà, enfin, moi ça me plaît. Après je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Il n'y a pas de temps mort dans ce roman. Je me suis jamais ennuyée. D'ailleurs je l'ai lu d'une traite en une journée.
Oui, je travaille pas, donc clairement j'ai que ça à faire. Ouais, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais en ce moment je travaille pas. Euh, il m'a fallu, en tout j'ai mis, bon, je lis pas très vite, hein, mais j'ai mis 7 heures à le lire. Il fait 420 pages en 430 pardon, 430 pages en format pocket. Après, voilà, je sais pas, ça dépend l'heure à laquelle je lis. Souvent, je lis plus vite la journée que le soir parce que le soir on est un peu plus fatigué. Enfin voilà. Mais je ne voulais pas lâcher la fin. Je l'ai fini assez tard dans la nuit, mais voilà, il me restait à peine 100 pages. Il était hors de question que je le pose pour aller me coucher et attendre la suite le lendemain. Non, je voulais savoir la suite de suite. Comme je vous le disais, il se passe beaucoup de choses. Il y a la découverte de plusieurs corps. On a des éléments pardon, très gore, très détaillés. Un côté mystique. On a une sorte de double affaire parce qu'en même temps, d'un côté, il y a les meurtres horribles qui sont perpétués et de l'autre, il s'inquiète pour sa femme, mais c'est pas du tout ce qu'elle devient, si elle est vivante, enfin, si elle l'a quittée, si elle est morte, si on a été kidnappé. Il ne sait rien du tout de ce qui lui est arrivé. Voilà, donc il y a une espèce de tension au niveau. J'ai ressenti la tension au niveau de l'histoire de sa femme. Parce que au niveau des meurtres, ouais, il n'y a pas de tension parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on n'a pas le temps de reprendre notre souffle, limite qu'on découvre un nouveau corps, il est sur des pistes, il revient, il repart. Enfin, on a l'impression que c'est le gars, c'est flash quoi. Enfin, vraiment, j'ai trouvé il y avait un très bon rythme dans ce roman. Bon, on lit quelques petits clichés sur quelques personnages, mais je pense que dans tout bon thriller, dans tout policier, il y a des clichés du policier. Voilà, on peut pas l'éviter. C'est comme, je sais pas, je pourrais prendre n'importe quel exemple. On peut appliquer ça à tout et n'importe quoi, pour n'importe quel corps de métier ou pour n'importe quelle chose. Il y a toujours quelqu'un qui va être à fond dedans et être vraiment le cliché de la personne qui est employée à faire ça, comme il peut y avoir un cliché de meilleure amie dans certains titres, la meilleure amie faux folle, enfin voilà. Il y a des choses qu'on est plus ou moins obligé, entre guillemets, de retrouver car ça fait partie de la recette un petit peu du style. Mais j'ai passé vraiment un super bon moment. Encore une fois, ça paraît un peu glauque, un peu gore de dire, enfin non, glauque plutôt de dire ça, sachant que c'était un thriller. Mais j'ai bien aimé, j'ai très très envie de découvrir la suite des aventures. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de titres, ça risque de faire mal à ma pile à lire, qui est déjà de... Je pense qu'elle approche les 300 livres quand même, ma pile. Ouais, et ma wishlist elle en compte plus de 300. Donc autant vous dire qu'on n'est pas rendu. J'espère augmenter mon rythme de lecture pour pouvoir dégager pas mal de livres de ma pile à lire. Je vais m'arrêter là pour le roman de Tillier, sachant que, comme je vous le disais, voilà, la résolution de l'enquête, j'avais vu les choses venir depuis un certain temps. Mais j'ai bien aimé la façon dont ça a été fait. Et il y a eu quand même une sorte de petit twist à la fin auquel je ne m'attendais pas, et ça m'a vraiment bien plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, sans dévoiler évidemment l'intrigue et ce qui va se passer. Je vais vous laisser, je ne sais pas encore quel type de vidéo je vais vous proposer juste à la suite, ce sera peut-être encore un update. Je pense que même si le rythme de lecture est assez bien, au niveau vidéo, comme vous le savez certainement, enfin partout en France je pense que c'est pareil, il fait chaud. J'ai pas forcément envie de me maquiller tous les jours et j'ai pas envie de filmer une vidéo sans maquillage parce que voilà, j'assume pas ma tête à la caméra. Non, c'est surtout que voilà, j'aime bien être apprêtée pour une vidéo, c'est un choix personnel. Je respecte celles qui ne se maquillent pas, c'était très très bien pour elles. Hein. Mais moi j'ai envie d'être apprêtée pour mes vidéos. Moment un petit peu... j'ai un cheveu qui me chatouille depuis tout à l'heure. Bref, je disais quoi? Je m'arrête là pour cette vidéo, je pense que vous m'avez assez entendu blablater. Je vais aller faire un petit tour parce que même s'il fait pas très beau, je suis enfermée toute la semaine parce que je sors pas, donc je travaille pas plutôt. Donc voilà, enfin, je raconte ma vie, mais on s'en fiche en fait. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, mais pas à outrance non plus, hein. Faut pas non plus trop boire, faut bien s'hydrater. Restez à la fraîche, profitez de votre famille, de vos amis si vous le pouvez. Bon courage à tous ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao ciao.